Comment gérer de l'argent en famille? Y a-t-il une méthode adaptée et une méthode qui est mauvaise? Est-ce le rôle de l'homme de rapporter de l'argent à la maison et le rôle de la femme de pouvoir gérer le foyer? C'est en tout cas l'une des conceptions qui prédomine beaucoup sur le continent africain. Le rôle de l'homme est souvent celui du pourvoyeur financier et celui de la femme de celle qui s'exécute et se tait. Est-ce qu'il y a d'autres modèles, des modèles alternatifs? Comment faire pour concilier tout cela? Et si le féminisme nous apportait des solutions que l'on pouvait écouter? Dans tous les cas, dans cet épisode, nous allons discuter avec Paola Audrey, que l'on ne présente plus, qui est une jeune dame très brillante, qui va nous partager sa vision de l'argent, du business, de la famille, du couple, et bien évidemment, de comment on fait que tout ça fonctionne de manière cohérente. Certaines des choses qui vont être dites ici peuvent déranger, mais méritent d'être entendues et à minima discuter. Voilà pourquoi je vous invite à écouter cet épisode, à nous dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de la philosophie qu'elle prône, de sa vision du couple, de l'équilibre qu'elle vous voit régner, parce que d'après elle, c'est ainsi que l'on pourra réellement avoir des couples équilibrés. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup dans des relations dans lesquelles l'homme domine, la femme qui se soumet, mais pas véritablement dans des relations dans lesquelles il y a un épanouissement. Et tout ceci tourne autour de l'argent. Parce que bien souvent, c'est celui qui a l'argent qui a le pouvoir. Nous allons donc parler de pouvoir aujourd'hui et parler de l'impact que l'argent peut avoir dans nos relations quotidiennes. Je suis sûr que vous allez vous retrouver dans plusieurs exemples qui vont être pris ici aujourd'hui. Et j'attends de vous dans les commentaires que vous nous disiez quand vous êtes d'accord et quand vous ne l'êtes pas. Mais surtout, pourquoi? Aujourd'hui, on va discuter ensemble d'argent et d'impact dans les familles. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue à C'est juste une question de temps, le podcast qui parle de gestion des finances avec des money makers, les personnes qui font l'argent sans complexe, sans tabou. Parce qu'avec l'argent, c'est toujours une question de temps. Avec le temps, on en gagne plus, ou alors avec le temps, on perd ce que l'on a. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas encore, j'organise entre le 30 septembre et le 1er octobre au Palais des Congrès de Paris le plus gros événement business jamais organisé par la diaspora africaine dans le monde. Il s'agit de Back to Africa. Accompagner la diaspora africaine à réussir son retour au pays. C'est désormais le forum incontournable de tous les acteurs qui comptent pour le retour en Afrique. Il s'agit pendant ces 2 jours de réunir les institutionnels, les entrepreneurs, les financiers pour pouvoir partager ensemble l'écosystème dont nous avons besoin pour bâtir un continent plus fort. Parce que comme j'aime souvent le dire, il me semble anormal que CFAO ou toute autre entreprise française, par exemple, arrive en Afrique et ait des avantages que la diaspora n'a pas. Ça doit cesser. Mais pour ça, nous devons nous mettre en action pour forcer le changement dont nous avons besoin. Et ça commence déjà dès cette année, le 30 septembre au 1er octobre. Si tu n'as pas encore pris ta place, je t'invite à le faire rapidement. Parce qu'en ce moment, il y a encore une grosse promo là-dessus. Dans la barre de description, tu as le lien qui te permet de pouvoir réserver ta place. Vas-y dès à présent, ne tarde absolument pas du tout. Je ne vous en dis pas plus. Allons à présent rejoindre Paola Audrey. Let's go! Bonjour Paola Audrey. Bonjour Philippe Timo. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour parler d'argent avec nous. Avec grand plaisir. Déjà, est-ce que tu te définis comme une féministe? Oui. Bien évidemment, j'en suis une. Après, ça dépend si je suis radicale ou pas. C'est quoi ta définition de féministe? Alors, je suis très basique en termes de définition. Donc, pour moi, le féminisme, c'est militer pour l'égalité des droits et des chances et des opportunités aux femmes par rapport aux hommes, donc l'égalité des genres, l'égalité des opportunités, l'égalité d'accès au financement, à l'éducation, etc. Ça, c'est la première chose. Et surtout, pour moi, le plus important... Et tout le monde est d'accord avec toi sur cette partie-là, en général. Personne n'est d'accord avec personne sur le féminisme, donc on va commencer par... Entre cette première partie... Non, même là, tu verras qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui trouvent que pourquoi il faudrait qu'il y ait une égalité des genres. Soyez dans la complémentarité, pourquoi vous voulez l'égalité? Bon, bref. Ensuite, ma partie... on va dire favorite sur la définition du féminisme, pour moi en tout cas, c'est surtout donner l'opportunité aux femmes de s'auto-déterminer, de s'auto-définir telles qu'elles sont. C'est-à-dire voir les femmes d'abord comme des êtres humains avant de voir leur genre. C'est basique, mais on doit encore militer pour ça. Pour qu'une femme dise « je veux avoir le droit d'être féministe, je veux avoir le droit de ne pas l'être, je veux avoir le droit d'être une boss lady. » C'est déjà le cas aujourd'hui. Non, pas forcément. Je veux avoir le droit d'être une femme au foyer, mais attention, c'est pas parce que je suis une femme au foyer que j'ai moins de droits aussi.
Alors, pourquoi tu penses que la femme au foyer a moins de droits? Parce que tout simplement, elle n'est pas rémunérée pour le travail qu'elle fournit. Or, si les femmes arrêtent d'être des femmes au foyer, mais la moitié de la société va s'écrouler parce que tout ce qu'elles se prennent, grâce à elles, il y a énormément de business qui fonctionnent juste parce qu'elles sont là pour s'occuper du foyer, des enfants. Je parlerais même dans un contexte plus économique ou sociologique, on parlerait de celles qui supervisent la reproduction des outils de travail que sont les employés et les ouvriers. Si elles sont pas là, l'industrie s'effondre. Je veux dire, il faut quand même qu'on soit conscient de ça. Donc, mais elles, quand elles, par contre, se retirent, et on le voit beaucoup dans nos communautés africaines, de mamans qui se sont occupées, mais de familles nombreuses, leurs enfants, parfois les enfants de leurs époux, les enfants à échelle élargie de la famille. On les a beaucoup appréciés pour leur candeur, le soin qu'elles ont apporté quand tout le monde est malade, etc. Et puis, un jour, le mari disparaît. Et puis, en fait, on découvre qu'elle n'a pas de droit. Il faut qu'elle se batte avec la belle famille. Pourquoi elle devra avoir à se battre, en fait? Tout simplement parce qu'elle n'a pas travaillé, parce qu'elle n'a pas de fiche de paye. Ça veut dire qu'elle n'a rien apporté à la société. C'est faux. Mais alors, est-ce que c'est à cause de ça ou plutôt à cause du fait que dans beaucoup de nos traditions, quand un homme meurt, c'est sa famille qui hérite? Et justement, moi je suis... Alors je préfère le dire d'entrée de jeu. Je suis d'accord, c'est absurde, suis totalement, mais c'est encore le cas aujourd'hui. C'est encore le cas. Et justement, moi je ne suis pas du tout une traditionnaliste, je suis pour regarder les choses dans un espace-temps spécifique et de voir si c'est bénéfique à la majorité, à la communauté ou pas. Si ça ne l'est pas, peu importe si c'était là depuis 100 ans, ça dégage. Et donc, justement, sur ces traditions-là où il faut que la famille hérite, on a vu suffisamment de cas de veuves qui sont dépossédées de manière extrêmement humiliante devant leurs enfants, alors qu'on est consciente qu'elles ont contribué au succès, que ce soit un homme riche ou un homme pauvre, elles ont contribué au succès économique du foyer, qu'on le veuille ou pas. Sauf que, encore une fois, comme elles n'ont pas... On a une forme de dévalorisation. Pourquoi tu ramènes ça aux fiches de paie? On en a connu qui travaillaient, mais qui ont été tout aussi... Non, justement. C'est pour ça que je dis que je vais même jusqu'à la partie où il n'y a pas de fiche de paye. Parce que ce que je voulais dire, c'est qu'on dévalorise. On dévalorise parce que comme on n'établit pas de manière extrêmement claire la corrélation entre travail domestique et génération de revenus, on pense que ça n'a pas de valeur. C'est ça que je veux dire. Quand on dit fiche de paye, ça veut dire qu'en gros, on a un peu établi de manière très concrète, ton travail vaut X. Mais comme tu es dans la maison, tu dois gérer 4 enfants, tu dois faire le ménage, etc. Bon, ce sont des tâches du quotidien. On a l'impression que ça n'a pas de valeur. Or, quelqu'un qui fait ça pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est un travail incroyable. La preuve, on paye des femmes de ménage. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et qui ne font pas la moitié de ce de ce qu'elles font. Parce que la charge mentale qu'elles ont, ça, la femme de ménage ne l'a pas. Tout à fait. Donc, c'est pour autant de choses... que je pense qu'il faut justement que les femmes soient plus féministes. Malheureusement, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on est dans des combats qui sont extrêmement superficiels par rapport au sujet. C'est-à-dire qu'on est sur du si on est féministe, c'est qu'on déteste les hommes. C'est-à-dire que les gens sont plus préoccupés par la misandrie. Mais est-ce que c'est pas aussi le sentiment que l'on a quand on voit beaucoup de féministes en Occident? Parce que finalement, c'est un mouvement que l'on je pense, qui est né en Occident et qui aujourd'hui est en train de se répandre petit à petit chez nous. Alors, c'est une des erreurs. Ce n'est absolument pas vrai. On n'a pas attendu l'Occident, ni les Blancs, ni les Blanches, précisément, pour être féministe. C'est pas du tout vrai. Il y a une espèce de réécriture historique sur le sujet. Je parle des mouvements. Mais c'est de ça que je parle. Okay. On a eu des mouvements féministes au Sénégal, au Cameroun, dans les années 60, même un peu bien avant. C'est juste que... Qui portait ce nom-là? Oui, qui portait le nom de féministe, mais de féminisme, tout à fait. Où il y avait des réflexions sur c'est quoi le féminisme à l'africaine. Je préfère dire ça que féministe africain, ou féminisme africain avec des S. Parce qu'il faut bien évidemment qu'on définisse dans notre giron ce que ça comprend, parce qu'il y a des implications culturelles qui sont spécifiques à nous. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, la notion même de dire... on veut avoir une égalité de droits entre femmes et hommes, encore une fois, ce n'est pas une propriété des Blancs, ce n'est pas du tout vrai. Non, mais l'égalité des droits devant la loi, elle est acquise. Est-ce que tu penses que quand il y a un procès entre un homme et une femme, ce que l'on juge, c'est le fait qu'il soit un homme ou une femme, ou plutôt... Oui, parce qu'il y a des choses qui s'appellent les stéréotypes et les clichés. Je ne te l'apprends pas, en société, il y a ce que la loi dit. Mais après, la loi, elle est donnée par des hommes. Et des hommes qui sont sous des influences, que ce soit influences culturelles, sociales, religieuses aussi. Et ça, bien évidemment, ça a un impact sur la manière dont la loi est interprétée. D'accord ? Et même, quand bien même, la loi serait respectée,
il y a un autre poids que l'on paye, c'est le poids, le jugement, le regard des autres. Ça a un poids, ça a un impact très concret sur la vie des gens. Et les Africains sont très bien placés pour en parler, tellement tout le monde est obnubilé par le qu'en dira-t-on. Si il n'y avait pas de poids de le qu'en dira-t-on, on n'en parlerait pas autant, on ne serait pas aussi préoccupé. Je veux dire, j'ai tendance à dire assez souvent, parce que je suis basé à Abidjan, que c'est incroyable le nombre de chansons où on parle de vous m'avez jugé, vous m'avez fait du mal, mais je suis l'enfant préféré de Dieu. Tous les gros hits francophones africains de ces 5 ou 10 dernières années parlent à peu près de ça. C'est pourquoi ? C'est parce qu'on est une société communautaire où le jugement de l'autre est extrêmement présent. Donc ça, oui, peut-être que matériellement on ne le sent pas, mais ça a un impact. Et c'est pourquoi on doit changer les mentalités. On commence d'abord par changer les mentalités et on change les lois après. Très bien. Quel est ton rapport à l'argent ? Alors, mon rapport à l'argent, j'ai un rapport qui est en constante évolution, en constant changement. Je peux dire qu'il y a 10-15 ans, j'étais complètement dans ce qu'on appelle en anglais « the hustle culture ». Donc, faut absolument bosser, se tuer au travail. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, quitte à m'abîmer la santé. Et à un moment donné, j'ai fait une pause et j'ai réévalué en fait exactement pourquoi je veux de l'argent. Parce que j'ai l'impression que des fois, on ne se pose même pas la question. On est dans un schéma très répétitif de va à l'école, essaie d'obtenir un job et puis accumule de l'argent et puis éventuellement, je sais pas, achète une maison, etc., etc. C'est extrêmement préétabli. Donc moi, j'ai commencé à suivre ça au début avec... parce que j'ai aussi grandi dans le hip-hop, etc., quand même un rapport à l'argent, au capitalisme qui était particulier. Mais à 26, 27 ans, j'ai commencé à dire, bon, pause. Bon, idéalement, si j'ai 1 milliard aujourd'hui, qu'est-ce que j'en fais ? Et ça, je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, je cherchais l'argent, mais je ne m'étais jamais vraiment posé la question de pourquoi. Et finalement, aujourd'hui, j'ai un rapport à l'argent qui a aussi beaucoup évolué depuis que je suis à Abidjan, parce que moi, je vais dire les choses telles qu'elles sont. Je ne suis pas la femme lambda à Abidjan. Quand je dis je ne suis pas la femme lambda, c'est en termes de niveau d'éducation. C'est pas pour me jeter des fleurs, hein, c'est juste par rapport à la femme d'Abidjan moyenne. Je gagne plus, je voyage plus, j'ai plus de diplômes, j'ai accès à beaucoup plus de choses. Et en fait, moi, ça m'a vraiment mise dans une position d'humilité. Où des fois, je peux me dire que j'ai envie de faire des caprices, mais après, je me dis, mais regarde dans quel contexte tu es, mais la chance que tu as. Et maintenant, j'ai vraiment une forme de rapport avec l'argent qui est, je m'en sers ou je l'accumule pour mon confort, pour du confort. Moi, mon argent sert à ça. C'est-à-dire que je ne vais pas le claquer dans des, je sais pas moi, dans des marques de luxe avec des gros logos, etc. J'aime le luxe, mais c'est-à-dire que pour moi, c'est pas ce matériel-là qui me parle. Par contre, c'est le confort, c'est les voyages, c'est créer des souvenirs avec des gens. C'est voilà. Moi, je me suis rendu compte que l'argent, pour moi, maintenant, c'est ça. C'est quelque chose de très dématérialisé. C'est des expériences. C'est même ça le mot-clé. L'argent me donne accès à ça. Et donc, si je l'accumule, c'est pour ça. Et je l'accumule aussi, bien évidemment, pour des questions de sécurité. Parce que j'ai commencé ma vie professionnelle comme entrepreneur avant d'aller dans le salariat. Et donc, j'ai en fait été traumatisée très rapidement par le manque d'argent. Parce que quand tu démarres à 18-19 ans, tu es encore dans une forme de naïveté incroyable et tu as une énergie débordante. Et donc, tu te dis, le monde est à toi. Et donc, tu te donnes. Sauf qu'en fait, l'entrepreneuriat, et je pense que tu le sais très bien, tu ne commences pas en janvier et puis ça paye en mars. D'accord ? Ça va payer en mars, mais mars dans 10 ans. Tu vois, donc comment tu tiens ? Tu vois, et là, tu l'apprends quand tu te casses les dents. Et à force d'avoir fait cet exercice-là, et en fait, quand j'ai basculé dans le salariat, j'ai découvert la stabilité financière. Et je me disais, mais c'est quoi ce truc ? Tous les mois, ça tombe. Tous les mois, ça tombe. Mais attends, je peux payer toutes mes factures genre à l'heure, à l'avance. Mais c'est un truc de malade. Donc, quand j'ai découvert ça, j'ai eu un petit moment, j'ai eu 6 mois d'ajustement parce que j'étais tellement dans... Comme on dit en survival mode, en fait, quand tu es entrepreneur, c'est que vraiment tout ce que tu peux avoir et que tu peux mettre à côté, tu le fais, mais directement, tu dois le réinjecter dans ton business. Mais tu arrives dans le salariat, en fait, l'argent tombe. Non seulement tu peux le garder, tu peux même épargner. Moi, c'était un concept de fou. C'était innovant pour moi, l'épargne. Et donc, du coup, j'ai commencé et du coup, maintenant, voilà, je suis dans un truc où la sécurité, effectivement, l'argent aussi, c'est important pour moi. Donc, je suis une plutôt bonne épargnante. Voilà, je suis une bonne épargnante. Comme effectivement, je claque pas. À peu près quel pourcentage ? Tu as des règles, tu as des ratios ? Oui, alors ce que je me suis imposé comme structure en termes de gestion financière pour moi,
c'est d'avoir un fixe, donc qui est en général un salaire quand je travaille pour des gens, c'est-à-dire parce que je suis à la fois salarié et entrepreneur. Donc quand je suis salarié, mon fixe là, c'est-à-dire l'argent, le salaire en question, il est là pour couvrir toutes les charges, loyer, tout ce que je peux avoir de charges, etc. Maintenant, l'argent que je fais hors salaire, donc ça peut être en tant que consultante, ça peut être en tant qu'animatrice d'événements ou d'émissions, ou peu importe. Bref, tout le cash supplémentaire que je fais hors salaire. Là maintenant, une partie de ça va dans les dépenses loisirs, va dans les voyages, va dans l'investissement sur mes propres business. Je pars du principe que dans ce que je fais, je travaille dans la communication notamment, faut investir sur son image. Ça fait partie des dépenses, ça fait partie des charges. Mais je ne mélange pas ça. C'est pas mal ça quand même. Donc. Non, mais je vais acheter telle tenue, c'est pour mon image. Mais oui, mais quand t'es animatrice télé, moi j'achète des tenues, c'est pour les événements. Je suis à des événements, je suis speaker, je suis modératrice, je peux pas venir me repointer 15 000 fois avec les mêmes fringues. Les hommes, vous avez pas ce problème-là. Nous, on l'a. Tu vois. Donc voilà. Donc sinon, à part ça, je veux dire, je suis à la maison en t-shirt et en jogging tous les jours. Hein, mais je sais faire la part des choses quand je vais bosser. Quand je facture mon service d'animation, je ne facture pas que le fait de venir parler. Je facture une image aussi. C'est pour ça que je facture un peu plus cher que la moyenne. Donc ça fait partie des charges. Mais maintenant, l'épargne, je le prends du coup, je la prends dans mon salaire fixe. Alors que tu me demandes un ratio. J'ai pas de ratio, j'ai mis je change pas les plafonds, les virements automatiques. Ça peut être 1 million, ça peut être en dessous, ça dépend des mois, des revenus que j'ai. Mais ce que je fais en général, c'est je dépense et à la fin du mois, si je vois que j'ai pas dépensé plus que ça, tout le surplus, avant qu'il y ait d'autres virements, ça part en épargne directe. En fait, je fais en sorte d'oublier mon épargne. Ok. J'oublie complètement mon épargne. J'envoie, j'oublie. Parce que j'ai 2 comptes épargne, je ne veux même pas savoir combien il y a. Je fonctionne comme si je n'ai pas d'épargne. Donc tout ce que je peux mettre à côté, je le mets là-bas et puis j'oublie. Et puis bon, je m'en rappelle juste quand j'ai les gens de la banque qui m'écrivent pour me proposer 15 000 crédits. Là, je me dis, ok, ça veut dire que l'épargne commence à devenir intéressante. Ouais, bon, voilà. Ouais. Et tout à l'heure, tu as dit que dans ton revenu fixe de ton job te permettait à régler tes charges fixes. Tu dois avoir beaucoup de charges alors quand même. Non, j'ai pas beaucoup de charges. Ou alors c'est ton revenu qui est plutôt bas. Non, mon revenu n'est pas bas non plus. En fait, j'arrive à épargner... Déjà dans cette partie-là quand même. Dans la partie salariée, tu veux dire. Non, mes charges, je suis toute seule. J'ai pas d'enfant. Je vis seule. J'ai 3 chats maintenant. Les femmes et les chats. Voilà. Oui, moi j'adore les animaux depuis que je suis petite. J'ai failli être veto. J'ai un chat. C'est un choix d'être seule. Oui, j'aime. Vivre seule. Oui. Je vis seule dans un appartement plutôt grand pour une personne seule, mais c'est mon choix. Quand je parlais de confort, c'est ça. Est-ce que tu réponds au cliché qui dit que la plupart des féministes sont célibataires? Ou ce sont des femmes qui ne vivent pas avec un homme et donc elles expriment parfois leur vue sur les hommes ne sont pas corroborées à des réalités qu'elles vivent. C'est-à-dire qu'elles ont un idéal qui est difficilement reproductible. La preuve, elles-mêmes ne le vivent pas. Je pense que c'est une manière de voir les choses qui n'est pas forcément adéquate parce qu'on peut décider de vivre seul par choix justement parce qu'on a vécu avec d'autres personnes avant et qu'on a vu que ça n'allait pas. Qu'on avait besoin de liberté, ça c'est la première chose. Deuxièmement... Liberté. Oui, on a besoin de liberté. Je connais des femmes qui sont en couple qui tiennent à rester dans leur appartement et avoir leur gars dans le sien parce qu'elles n'ont pas envie de se taper toutes ces tâches ménagères. C'est leur droit. Après, c'est pas accessible à tout le monde parce qu'effectivement, il faut financièrement pouvoir se le permettre. Ça, c'est clair. Mais sur le principe, je pense que moi, le portrait qu'on fait des féministes, c'est un peu comme celui qu'on fait des sorcières ou qu'on faisait des sorcières il y a, 60 ans. C'est-à-dire que ce seraient des femmes aigries comme ça, très frustrées de la vie et qui ont besoin, en fait, de convaincre d'autres femmes très heureuses, de les rejoindre. Comme ça, il y aura moins de femmes heureuses. Je trouve que c'est extrêmement stéréotypé et que c'est plus confortable de penser ça que de se dire que non, en fait, il y a des femmes qui décident que, en fait, je suis dans un contrôle total de ma vie et j'ai pas envie de m'emmerder à respecter des règles soi-disant patriarcales pour te faire plaisir. Donc entre toi qui m'emmerde ou tu ne veux pas me laisser l'espace que je souhaite ou tu veux pas qu'on soit à 50-50 et être seul, je préfère être seul en fait. Mais c'est quoi être 50-50? On n'est jamais à 50-50. On n'est jamais à 50-50 mais on peut être à 50-50 sur pour moi la responsabilité globale. Quand je dis globale, c'est on a un foyer, un couple c'est un projet.
Donc, on peut se dire de manière générale, le couple global, on est sur un projet à 50-50. Maintenant, à l'intérieur du couple, il y a certaines tâches où on va être 60-40, d'autres 70-30, etc., etc. Donc, ça, c'est normal. Mais je veux dire, on ne peut pas être sur l'ensemble du spectre à c'est moi qui domine, c'est toi qui es dominé. En tout cas, pour moi. Mais est-ce que toi aussi, tu vois, est-ce que beaucoup de féministes n'ont pas une caricature de ce que c'est que les relations que les autres ont dans leur couple? Il n'y a pas de relation là, enfin, peut-être quelques caricatures là où on est. C'est moi qui domine, c'est toi qui es dominé. Il n'y a pas une relation dans laquelle c'est le rapport constant dans tous les domaines. Et pourtant, c'est le cas. Il peut y avoir. Mais là encore, tu vois, autant tu dis qu'on caricature beaucoup les féministes, autant les arguments que tu tiens. Moi, quand je vois les couples autour de moi qui ne sont pas féministes, ce n'est pas le sentiment que j'ai. Prenons un cas de figure simple qui, clairement, pour moi, est au cœur de la controverse, c'est l'argent. Okay? Dans ta conception à toi, de ce que serait un couple équilibré, ce serait comment? Ça se passerait comment? Déjà, Monsieur gagne de l'argent, madame gagne de l'argent. Ok. Donc, on est dans un couple où on a deux personnes qui ont chacun un revenu. Oui. Moi, ma première règle sur les couples équilibrés, c'est d'abord d'en parler. C'est con, mais les 3/4 des couples ne le font pas. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans une logique de dominant-dominé, parce que chacun est parti avec sa règle dans sa tête. Monsieur en se disant, je suis l'homme du couple, donc c'est moi qui dois. Madame en se disant, il est aussi l'homme du couple, ou je suis la femme du couple, je dois. Donc je commence par des choses qui ont l'air très bêtes, mais beaucoup de couples ne se parlent pas sur comment ils gèrent le couple et comment on gère l'argent. Maintenant, sur l'argent en lui-même, je pense qu'il y a plusieurs considérations à prendre en compte. D'abord, quel est le niveau de revenu de chaque? Parce que, est-ce qu'un 50... Bien souvent, l'homme gagne plus. Bon, maintenant, l'homme gagne plus. Maintenant, il faut voir. Tu veux dire statistiquement. Hein, oui. Enfin, il y a un écart salarial qui est clair et vu partout. Donc, une fois qu'on a défini que l'homme gagne plus, très bien. On regarde toutes les charges qu'on a. Est-ce que, du coup, on va sur moi, je partirais sur une proportionnelle. Ouais. Chacun paye à la hauteur par rapport à ce qu'il gagne. C'est ce qui me semble le plus naturel. D'accord. Maintenant, je vois aussi d'autres couples, parce que du coup, j'ai beaucoup de couples d'amis aussi, je me suis retrouvée dans la même situation aussi, où on peut aussi décider chacun d'assumer certaines charges et l'autre assume d'autres charges. Ouais. Maintenant, le danger avec ça, c'est que c'est pas une vraie équivalence, parce que si toi, tu décides de prendre en charge le loyer toi, tu prends l'eau et l'électricité. Oui, et les courses éventuellement, bon, et encore, ça dépend, parce que on peut être dans une phase où tu prends le loyer en charge, madame prend les courses. Mais là, depuis que l'inflation est passée, à mon avis, la personne qui prend les courses, elle doit les sentir passer. Hein. Ouais. Peut-être qu'on est repassé à ça. Il faut un réajustement. Ouais. Il faut un réajustement. Donc, c'est pour ça que je parle de communication. Je pense que c'est... Quand on parle est-ce que ça ne demande pas les limites de ce modèle? Moi, je suis plutôt pour une autre école qui consiste à dire que tout ce qui est gagné dans un foyer appartient aux deux. Pot commun. Pot commun et du pot commun, attention, il y a un split qui est fait. C'est-à-dire que le pot commun permet de payer les charges. D'accord. Et le pot commun permet de pouvoir se dire, moi, j'ai besoin de telle somme tous les mois pour mon épanouissement et mes charges. Donc, on les retire du pot commun. Pour monsieur mais et pour madame. Mais on verse combien dans le pot commun du coup par rapport au salaire? C'est-à-dire les deux personnes versent leur salaire respectif. Parce que l'argent appartient au couple. Il n'appartient pas à moi, j'ai ma partie, toi tu as ta partie. C'est-à-dire que toi par exemple, tu viens avec ton salaire plus tes prestations. Mon cher. Je vais te dire pourquoi je ne suis pas pour. Tu déposes dans le pot commun. Ça va créer trop de tension. Trop de tension. Pourquoi? Mais parce que je pense que deux individus qui se mettent ensemble, il ne faut pas oublier une chose. Oui. Le couple, je veux dire, je ne parle pas de quand on est adolescent, machin, ça c'est des foutaises. Oui, bien sûr. Le vrai couple, le couple sérieux, c'est quand même deux individus qui arrivent avec deux éducations, deux rapports à l'argent qui sont très particuliers, deux histoires. Tout à fait. Je pense qu'il est important... Mais qui veulent le faire ensemble. Non, qui veulent le faire ensemble, mais attention. Ma vision, qui n'est que la mienne, c'est qu'on ne peut réussir à avoir un équilibre à deux que quand chacun est équilibré de manière individuelle. Oui. Donc, pour moi, ça crée des tensions, je l'ai déjà vu. Quand tu vas prendre toutes tes finances à toi, tu les mets, l'autre personne... Sur le principe, on est d'accord. On met l'argent ensemble, on fait des projets communs. Sauf que vous existez aussi en dehors de vos couples, quand même. Est-ce que tu as bien compris ce que j'ai dit? J'ai dit, je vais peut-être schématiser ça simplement. Monsieur gagne, disons par exemple 2500 €, madame 2000. Ça fait 4500. Très bien. On met les 4500 € dans le pot commun. Boum. OK? C'est-à-dire, le RIB que tu donnes pour qu'on te paye, c'est le RIB. Je t'assure. Attends, laisse-moi terminer. Vas-y. Pardon. Les 4500 tombent. OK? Des 4500, on a des charges qui, par exemple, sont à 1500 €. C'est un exemple total, loyer et toutes les autres charges. Donc, des 4500, on enlève 1500. Il reste 3000. D'accord. Des 3000 maintenant, chacun des deux va voir une partie de cet argent qui lui revient dans son compte personnel. C'est-à-dire que, par exemple, et ça, c'est le fruit d'une discussion.
moi, madame, j'ai besoin tous les mois pour être épanoui et prendre en charge mes besoins de 1 000 €. Ok. Et moi, je fais le constat d'ailleurs très souvent. Moi, c'est ce que je constate dans ma vie et chez beaucoup d'hommes. Les femmes ont besoin de plus d'argent que les hommes. Moi, c'est le constat que je fais. C'est-à-dire que, et moi, c'est le cas en tout cas. Chez moi, ma femme a plus d'argent que moi. Quand on fait donc cette répartition, à la fin du mois, ok, madame a telle somme, je dis n'importe quoi, 1 000 €, monsieur peut avoir besoin de 500. Par exemple, D'accord. 1 500, il reste 1 500. Les 1 500 maintenant sont placés sur différents comptes pour pouvoir faire ces aides. Et à partir de là, donc, chacun gère. Par contre, tu as tes 1 000 €, tu gères ça 1 000 comme €. tu veux. Si tu finis ça le 15 du mois, tu attends le mois prochain. Si tu finis tes 500 € le 15 du mois, tu attends le mois prochain. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, Ok. c'est pas une logique dans laquelle on perd le côté individuel. Non, chacun est un individu à part. J'avais pas saisi la partie où l'argent repart de part et d'autre. Je pensais que tout restait dans le compte jusqu'à la fin. Okay. Non, parce que sinon quelqu'un peut être très dangereux. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Les défauts de quelqu'un peuvent... Bah voilà, oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Non, après ça, je pense que ça fait partie justement de ces arrangements-là qui peuvent ressortir d'une conversation à deux. Parce que il faut aussi que vous arriviez à arrimer vos styles de dépenses respectifs. Oui, tout à fait. Il faut en parler. Oui. Donc moi, j'ai pas de règle immuable là-dessus. Moi, à partir du moment où vous avez défini ensemble qu'on a la même règle, ce que tu viens d'expliquer, ça marche très bien. Tout comme aussi, moi, ce que j'avais pu faire à un moment, c'était, on a un compte commun, on s'entend sur le montant fixe que chacun doit verser dans le compte commun. Ouais. Après, ce que tu fais à côté, whatever, en fait, ça te regarde. Tu m'en parles. Je suis pas d'accord avec tu fais ce que tu veux dans le sens où si on est un couple, ce que tu fais tôt ou tard, ça peut m'impliquer. Par exemple, moi, je connais des gens, je ne vais pas citer de nom quoi que ce soit, je connais des gens qui, d'ailleurs, se sont séparés, dans lesquels tu as monsieur qui a pris, je précise que c'était monsieur qui l'a fait dans ce cas-là, monsieur allait prendre un crédit pour le nom de madame. Au nom de madame. Sans c'est-à-dire même pas lui dire que j'ai mais pris tu le penses crédit. que s'ils avaient pris ton exemple, ils avaient fait un peu ce que tu fais avec ton épouse, tu penses que ça ne serait pas arrivé quand même? Non, ça n'empêche pas ça. C'est-à-dire que rien n'empêche. Donc on revient à la question de confiance. Oui, peu importe le schéma. Exactement. Si quelqu'un veut te faire du mal à un niveau, il va le faire. Surtout quand c'est ton époux, ton épouse. Tu peux rien faire contre. Tout à fait. Et tu te retrouves avec la banque qui te dit que... Parce qu'en plus, le gars, il ne rembourse pas. Et maintenant, on vient sur toi pour dire, mais tu as une dette. Exactement. Et tu découvres à ce moment-là qu'il a pris. Et c'est très intéressant l'exemple que tu donnes. Parce que moi, j'ai eu le même exemple, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, c'est du coup une femme qui s'est retrouvée à peu près dans une situation où, heureusement que justement, elle avait son compte séparé et qu'elle avait son argent qu'elle avait mis de côté. Et qu'ils avaient ce fonctionnement-là où elle contribue chaque mois, mais le reste, ça la regardait elle. Parce que du coup, quand tu te trouves dans une situation comme celle-là, tu fais comment? Oui, alors après, le problème, c'est que moi j'estime, justement, après ça, c'est ma vision à moi, c'est que toute autre forme de gestion fragilise la confiance dans le couple. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu es avec quelqu'un et que tu penses quand même que quelque part, il peut te faire un faux coup et que tu te sers de cet argent que tu mets de côté comme un garde-fou au cas où quelque chose se produirait, tu n'es pas à 100% dans la relation. Et qu'est-ce qui se passe si la personne tombe malade ou meurt abruptement? C'est aussi une situation qui peut arriver. C'est pas toujours une question de... d'abord, je reviens à ce que je disais. Je pense pas que le couple exclut, encore une fois, d'avoir un minimum de... Qu'est-ce que tu veux dire par la personne tombe malade et meurt? C'est-à-dire que si tu te retrouves dans une situation où tu as mis de l'argent de côté pour toi, la personne l'a fait aussi, ça peut arriver, il y a des couples où ils n'avaient pas pris certaines mesures, ou etc., etc. Et puis la personne qui contribuait finalement décède, ton compagnon décède, etc. Tu te retrouves à devoir gérer énorément de charges. C'est pas toujours... En fait, le fait de mettre de l'argent de côté, c'est pas toujours en méfiance par rapport à ton compagnon. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça peut se faire de plusieurs manières. Je dis juste que quand dans ton esprit, je bien préciser que dans l'esprit de la personne qui le fait, beaucoup de femmes, malheureusement, il faut le dire, font ça. Et parfois, c'est salutaire. C'est-à-dire que... mais c'est parce que avec elles ont vu ce qui se passe. Voilà, je suis d'accord. Mais à partir de là, moi, je dis juste que ça fragilise un couple. C'est-à-dire que... je suis pas sûre. Si, moi, je pense que tu n'es pas à fond dans le couple si tu penses que de l'autre côté, il faut que je prépare. Je pense qu'il y a des femmes qui ont cette logique. De toute façon, il va prendre une seconde femme. De toute façon, il va avoir une maîtresse. Ça s'appelle être pragmatique et je peux vraiment pas les blâmer pour ça. On a eu trop d'exemples. Tu sais, moi, j'ai une conviction, c'est que les choses que l'on voit autour de nous, dans nos cercles amicaux, familiaux, etc., qui arrivent aux autres, qui nous arrivent pas à nous, ce sont des leçons, ce sont des avertissements. Et effectivement, je pense qu'il faut être pragmatique à un moment donné. Les histoires d'amour, c'est joli. Le couple, encore une fois, c'est un projet. Mais comme dans tous les projets, que ce soit en business ou en relation, il peut arriver des choses que tu ne contrôles pas. Vaut mieux avoir ça de côté. On ne va jamais te faire le procès d'avoir été prudent. Elles sont juste prudentes, pour moi. D'accord.
Ok. Aujourd'hui, Oui. beaucoup d'hommes, en tout cas, craignent ou ne comprennent pas le féminisme. Tu comprends ça? et en Afrique, est-ce que le féminisme a sa place face à la culture? Parce qu'on a quand même des cultures dans lesquelles aujourd'hui, les femmes ont un rôle très présent, notamment dans la gestion des foyers. Et est-ce que tu prônerais la déstabilisation des foyers au détriment du fait d'aller chercher de l'argent? Parce que le modèle occidental, dans lequel madame accouche, 3 mois après, elle doit repartir travailler. 3 mois, c'est un nourrisson. 3 mois après, elle doit courir pour aller travailler. Et pour ça, elle donne son enfant à une nounou. En fait, en gros, elle va travailler pour venir payer une nounou au service d'un pseudo-épanouissement. Tu as certainement déjà eu la réflexion. Non, en fait, j'attends. Donc, du coup, pour toi, est-ce que ce n'est pas aussi quelque part un modèle qu'il faudrait considérer avec des pincettes? La recherche de l'argent ne devrait pas se faire au détriment de tout, quand même. Est-ce qu'on applique la même règle aux hommes de leur dire de ne pas absolument chercher l'argent au détriment de leur famille ou pas? Non, parce que oui, déjà, oui. Ah bon? Oui, bien sûr. Okay. Il y a beaucoup d'hommes qui, malheureusement d'ailleurs... Hommes africains à des hommes africains, je ne parle pas d'ici, en France. À des hommes africains, est-ce qu'on leur dit vraiment attention à ne pas vouloir absolument chercher l'argent à tout prix au détriment de la stabilité de votre foyer? On leur dit ça aux hommes? Qui leur dit? Non, moi, je pose une question. non, parce que, en fait... Je pense que de plus en plus d'hommes prennent conscience de l'importance de... Alors, pourquoi ça arrive déjà? Parce que... Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'hommes réussissent plus que des femmes dans des carrières. Parce que les hommes prennent des risques, parfois inconsidérés, que les femmes ne veulent pas prendre. Les hommes sont prêts à déménager. Ou qu'elles surtout ne peuvent pas prendre. C'est pas forcément qu'elles ne veulent pas. C'est qu'elles ne peuvent pas, justement, parce qu'on leur a assigné un rôle très spécifique qui ne leur laisse pas la latitude d'eux. Je vais prendre un exemple clair. Alors, on a malheureusement, je n'ai pas les chiffres pour des pays africains, je n'ai que des chiffres américains, c'est tout ce que j'ai. Il y a une étude qui a regardé les revenus annuels des hommes et des femmes avec enfants et sans enfants. Les hommes avec enfants gagnent plus que des femmes avec enfants. D'accord? C'est-à-dire qu'on a un écart qui était quasiment de 10%. Non, c'est-à-dire que les hommes, annuellement à échelle américaine, okay. Voilà, d'accord? Quand on a pris la même étude sur 100 enfants, les femmes gagnent plus que les hommes, sans enfants, aux États-Unis. Et je trouve que c'est très parlant. Pourquoi? Parce qu'ils expliquent, quand les femmes, effectivement, ont des enfants, c'est elles qui font le choix de moins travailler, d'être sur des postes qui sont moins demandants, de demander du temps partiel. Bref, elles réaménagent leur carrière autour de leur enfant. Ok, voilà. Donc là, on peut me dire, mais c'est des choix individuels. Qui suis-je pour juger? Je ne vais jamais juger une femme pour ça. Par contre, là où moi, je deviens un peu plus critique, c'est pourquoi quand elle décide de faire ce choix-là, elle n'a pas une espèce de rétribution équivalente. Parce qu'encore une fois, on revient à ce que je disais depuis le départ. On part du principe que bon, c'est son choix, elle décide d'avoir des enfants. Bah, en gros, elle a qu'à assumer. Mais c'est là la limite du modèle que tu proposes. Parce que si les revenus dans un foyer sont complètement dilués, il n'y a pas de elle doit avoir une rétribution plus grande. Puisqu'au final... Non, je ne dis pas d'avoir une rétribution, une compensation. Qui doit faire la compensation? Pour moi, l'État doit faire la compensation. Les femmes au foyer doivent être compensées par l'État. Très clairement. Je ne suis pas en train de parler de... Après, il y a des couples, j'en connais plein, où les femmes qui ont fait ça, bon, elles ont une rétribution de leur mari même, hein, qui part du principe que... Et même pour moi, ça reste aussi tout aussi égal. Hein, parce que toi, tu décides de sortir tous les jours pour aller travailler au bureau. Tout ce qui se passe dans la maison, en gros, c'est pas sous ta responsabilité quotidienne. Tu reviens du bureau, tu es quand même content de revenir dans une maison qui sent bon, qui est propre, avec des enfants qui sont calmes, qui ont mangé, et de manger ton dîner et d'aller te coucher. Il y a quelqu'un qui s'occupait de tout. Il n'y a pas que ça qu'on fait quand on rentre. On discute avec les enfants, on joue avec eux, on prend le relais. Oui, mais je ne veux pas retirer ce que font les papas. Mais encore une fois, leur charge mentale à l'intérieur de la maison n'a rien à voir avec la dame qui est là du matin au soir et rematin au soir et rematin au soir. Ça n'a rien à voir. Je ne suis pas en train de retirer la responsabilité. Je dis juste qu'en termes de volume d'heures passées, le même volume d'heures que cette personne, ce monsieur va passer au bureau, elle passe le même volume d'heures à la maison et elle ne reste pas là à se croiser. On est d'accord. Voilà. Donc ce que je dis,
c'est que la compensation, du coup, il doit en avoir une, parce que c'est pas comme si elle est restée là à ne rien faire. C'est pas comme si le fruit de son travail n'est pas visible et n'est pas impactant directement sur toutes les personnes qui sont dans la maison. C'est pour ça que je milite pour que les femmes au foyer soient compensées. Maintenant, comment elles le sont? Par leurs époux. Why not? Dans des pays un peu plus développés, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une compensation. Je pense que dans certains pays l'ont déjà d'ailleurs, compensation pour des femmes qui sont au foyer. Voilà, c'est ma décision. Enfin, c'est mon opinion. Maintenant, je reviens rapidement sur ce que tu disais sur le modèle et la limite du modèle. Alors, c'est très drôle parce qu'effectivement, en ce moment, il y a une grosse tendance sur les réseaux, la tendance tradwife, qui veut dire traditional wife. C'est beaucoup sur TikTok surtout. C'est un hashtag où, en gros, plein de jeunes femmes décident qu'en fait, elles vont promouvoir le fait qu'elles en ont marre d'être des femmes indépendantes, qu'elles veulent redevenir des femmes au foyer, des femmes soumises avec le petit habillé, etc. Pourquoi tu dis qu'une femme qui... Tu vois, déjà, ça, c'est intéressant. Tu dis qu'une femme, elle veut redevenir des femmes... Au foyer. Oui, mais tu dis qu'une femme qui est au foyer n'est pas une femme indépendante. Ça, je dis, c'est leur discours. Ah, ok, d'accord. Ça, c'est leur discours. Je reprends juste leur discours. Ok. Leur discours, c'est de dire, on en a marre d'être des boss ladies indépendantes, etc., etc. Et quand je dis indépendante, c'est le cliché de... Quand on dit femme indépendante aujourd'hui, c'est le cliché que ça suppose. Et on veut devenir des traditional wives, donc des épouses traditionnelles. Donc vraiment, elles sont dans le cliché à fond. Ok. C'est pas un hasard que cette tendance revienne après le Covid. Les femmes ont été économiquement les plus frappées. Et donc, je pense qu'il y a dans les limites du modèle, bien sûr, dans l'absolu, ce serait bien que les gens consacrent plus de temps à leur famille qu'à aller chercher de l'argent pour faire vivre ces familles. Sauf que nous sommes dans un milieu, nous sommes dans un monde capitaliste qui ne va pas se réformer du jour au lendemain, ça c'est un. Deux, qu'à l'intérieur même de la structure familiale, encore une fois, je ne parle pas comme ça, il y a des chiffres et des études pour le prouver, les femmes sont quand même les plus fragilisées économiquement. Or, ce sont encore une fois les femmes qui ont le plus la charge des enfants. Donc de deux choses l'une. Ou on part encore une fois sur ce modèle de compensation, c'est-à-dire qu'on permet aux femmes, même si elles sont au foyer, d'être autonomes financièrement, parce que puisqu'elles ne peuvent pas aller dehors chercher l'argent, il faut bien quand même on trouve un moyen de leur en donner. D'accord ? Et donc c'est pour ça que je réinsiste encore sur la revalorisation du travail domestique des femmes au foyer. Si c'est revalorisé, elles ont une compensation. Là, au moins, pour moi, ça rééquilibre les choses. Et effectivement, je t'assure que si on repart sur ce modèle-là, effectivement, il y aura beaucoup de femmes qui arrêteront de bosser en entreprise. On est d'accord. Oui, ça, j'ai aucun problème avec ça. Pour moi, comme j'ai dit, pour moi, le féminisme, c'est une affaire de choix. Je veux que les femmes aient le choix, en fait. Que celles qui décident de dire, si je veux redevenir femme au foyer, je ne veux pas non plus, entre guillemets, perdre au change, devenir pauvre économiquement. Je ne veux pas qu'on me pénalise parce que j'ai fait un choix de vie qui est d'être auprès de mes enfants tous les jours. Si elle a moi, je serais la première à me battre s'il y a une compensation pour ces femmes-là. C'est pas mon choix, mais je me battrai pour que ces femmes-là l'aient. Alors, c'est une vision du féminisme que beaucoup de femmes que j'entends, moi, dans les milieux occidentaux, n'ont pas du tout. Pour elles, rentrer à la maison, s'occuper des enfants, c'est juste la chose à ne absolument pas faire parce que ce serait tuer X nombre d'années de droits, de combat, de lutte, de femmes, ainsi de suite. Ouais. Donc, quoi qu'il en soit, je veux qu'on revienne juste à l'Afrique. Oui. En Afrique, on a une perception quand même qui est très claire. Okay, par rapport, on a une vision traditionnaliste. Il ne faut pas se tourner autour du pot. Les féministes, là, vous restez loin. En Afrique, on a une vision très traditionnaliste des choses. Une femme prend soin de son mari, de ses enfants. Le mari, il va chercher le gagne-pain. Dans la répartition des rôles. Aujourd'hui, ce que je constate, moi, c'est qu'on a quand même un discours comme le tien va être très peu audible dans une société dans laquelle les femmes elles-mêmes veulent de ce rôle traditionnaliste. Comment tu fais donc pour avoir... Déjà, est-ce que tu as entendu par des femmes? Est-ce que tu as le sentiment que d'autres femmes portent le même mouvement? Le même mouvement, le même message. Alors, c'est une très bonne question. Ce qui se passe, je vais parler que de ma perception personnelle. J'ai les idées que j'ai, je suis basée à Abidjan. Et je suis à Abidjan depuis quasiment bientôt 9-10 ans maintenant. Donc ça, j'ai passé beaucoup de temps à observer, à écouter. Et bien évidemment, je fais assez souvent partie de panels, de discussions, journée de la femme, etc., où on m'appelle pour parler justement de droits de la femme, autonomie, etc. Et ce qui est très intéressant, je l'ai remarqué ces 2-3 dernières années, que j'ai vraiment commencé à y prêter attention, c'est que clairement, il y a un double discours de la part de beaucoup de femmes.
Et quand je dis double discours, je ne parle même pas de celles qui disent « je ne suis pas du tout féministe, moi je suis là pour m'occuper de mon mari et de mes enfants, voilà, etc. » Ça, c'est leur droit, elles font ce qu'elles veulent. Je parle de celles qui sont dans une espèce de, on appellerait ça une espèce de féminisme performatif. C'est-à-dire que comme c'est trendy, de parler des droits des femmes, et parfois parce que ça rapporte aussi, on ne va pas se mentir, ça permet d'avoir des subventions, etc., etc. Donc elle voit dans une espèce de girl power, il faut libérer les femmes africaines, aller dans des discours parfois extrêmement stéréotypés. Mais en fait, une fois qu'on tourne le volume dans l'autre sens, ou qu'on les écoute en off, le discours est beaucoup plus nuancé. Le discours est beaucoup plus, non mais tu sais, en fait, il faut laisser l'illusion aux hommes que c'est eux qui commandent. Voilà, en fait, il faut leur donner l'illusion. C'est le pouvoir le pouvoir dans les alcôves, quoi. C'est-à-dire que on a du pouvoir, mais il faut pas le montrer. Il faut laisser aux hommes tous les attributs du paraître, tous les attributs du pouvoir, même si derrière, etc. Et c'est très, très cultivé à Abidjan. C'est incroyable dans les conversations que j'entends. Des fois, je suis assez sidérée d'avoir la même personne qui, effectivement, va vous dire non, franchement, les femmes, il y en a marre, il faut qu'on prenne notre place, etc., qu'on occupe l'espace, etc. Et en même temps, quand on leur demande de ramener ce même discours à leur vie privée, vie de couple, vie familiale, là, le discours n'est plus du tout le même. Absolument pas. C'est-à-dire que assez rapidement, elle voit tiens mince, en fait, si je commence ce truc de féminisme, voilà où ça risque de me mener. Je ne veux pas. Au secours, je suis pas à avorter la mission. D'accord ? Donc moi, maintenant, j'ai beaucoup de recul et je sais que mon discours est extrêmement minoritaire. D'ailleurs, quand je parle de ces sujets-là sur Instagram, je sais que je vais dire que je prêche dans le désert, mais je sais que je parle à 15, 20, 30 personnes, on est niche. On n'est pas du tout représentatif. Je ne me fais pas du tout d'illusions. Je ne suis pas en train de penser que demain, si je lance une manif à Abidjan pour dire « Allez, on sort dans la rue, on a marre », que je vais avoir 200, 300 000 femmes derrière moi. Jamais, j'y crois pas du tout. Je suis très conscient des réalités locales parce que tout simplement, c'est-à-dire que le patriarcat est tellement fort, tellement ancré, mais même si tu veux le combattre, tu commences où en fait ? C'est à tous les niveaux, politique, économique, social, culturel, intime, sexuel, c'est à tous les niveaux. Donc, soit on est 100 milliards et à un moment donné on dit yo, ça suffit, soit on va continuer à être des illuminés comme moi qui disent écoute non. Après moi je sais très bien encore une fois que je me permets aussi de dire ça parce que j'ai les moyens de le faire. J'ai les moyens de ma politique. J'ai les moyens de dire moi je ne fonctionne pas comme vous. J'ai pas envie de fonctionner comme vous et je vous emmerde. J'ai le pouvoir de le faire. C'est pas le cas de tout le monde. Mais parce que je sais que tout le monde n'est pas dans ma situation, je considère aussi que de la même manière que j'ai un pouvoir, j'ai un devoir aussi pour celles qui aimeraient mais n'osent pas. Et j'ai flopé de messages en ce sens. Mes messages sont remplis de femmes locales, je ne parle pas de femmes qui sont à la diaspora, etc., mais de femmes camerounaises, ivoiriennes, congolaises, etc. Mais ce qu'elles me racontent, c'est à se tirer les cheveux. Mais elles me disent, bon, moi, je ne peux pas sortir sur la place publique comme toi pour parler, en fait. Donc moi, je le fais parce que je m'en fous. Tu penses que les hommes ont peur des femmes ? Alors les hommes manquent de confiance en eux ? Ce que je trouve très drôle, c'est que les hommes sont victimes d'un système qu'ils ont pour beaucoup contribué à créer. Qu'est-ce que j'entends par là ? Parce qu'on dit toujours patriarcat. Ça, comme le féminisme, c'est un terme, c'est-à-dire qu'il est devenu fourre-tout. En fait, le système qui veut... Parce qu'on parle souvent, il y a un terme qui revient beaucoup aussi, hypergamie. Oui. Où les femmes sont toujours en train de chercher que l'homme qui peut provide, en fait, qui a le plus de moyens. En gros, les femmes ne sont intéressées que quand les hommes ont l'argent. Mais je dis, mais vous pensez que qui a créé ce système où le pouvoir et la séduction et l'attraction tournent autour de l'argent ? C'est pas les femmes qui ont créé ce système-là, ce sont les hommes eux-mêmes. Cette règle-là. Et je le dis toujours, il faut voir comment les autres hommes se comportent autour d'un homme riche. Asseyez-vous, regardez. Ils ne sont pas très différents des femmes. Vous avez vu le magnétisme dès qu'il y a un homme riche dans la place ? Vous voyez comment les hommes courent derrière lui. Oh, grand frère, oh, boss. En quoi ça, c'est différent des femmes qui, dès qu'elles voient un homme riche, se précipitent ? L'attraction de l'argent est exercée de la même manière chez les hommes et chez les femmes. Sauf que les femmes, c'est stigmatisé parce que, en gros, ce sont des travailleuses du sexe, elles vont se vendre. Oui, mais excusez-moi, quand un homme aussi est prêt à vendre père et mère pour bosser avec un homme riche ou qui court derrière un homme riche, il est aussi en train de vendre quelque part un peu sa dignité. On est sur à peu près les mêmes choses à quelque chose près. Donc tout ça pour dire quoi ? C'est que les hommes moi, je m'intéresse beaucoup aux masculinités, notamment masculinité africaine, parce qu'on est dans des contresens très intéressants.
où en même temps, il faut représenter la force, être dans la performance en même temps, en permanence. Performance, ça peut être, avant c'était nos ancêtres, la performance c'était il fallait ramener le meilleur gibier de la chasse, la meilleure cueillette. Aujourd'hui la performance c'est il faut rouler dans une Bentley et puis avoir 15 000 maisons, voilà. Mais c'est toujours la même logique, hein. Les outils ont changé mais c'est toujours la même logique. Sauf que quand tu mets ça en parallèle avec le fait que, notamment sur le continent africain, les personnes qui se suicident le plus, ce sont les hommes. Parce que non seulement ce sont les personnes qui vivent le plus, c'est-à-dire qui absorbent cette pression. Nous, les femmes, on a une pression différente, mais on arrive au moins à l'externaliser. Les hommes ne l'externalisent pas. Ils n'externalisent pas, pourquoi ? Parce qu'on leur a dit que c'est un signe de faiblesse s'ils l'externalisent. Mais quand je dis le on, c'est qui ? Encore une fois, c'est ce système patriarcal qu'ils ont créé et que malheureusement, effectivement, que des femmes nourrissent. Donc, les hommes te diront, même si j'ai envie de confier mon moment de doute, ma traversée du désert, le problème financier que j'ai en ce moment, etc., je ne peux pas parce que je sais que la femme va me regarder comme moindre. Mais on en revient toujours au même système, en fait. C'est ce système-là que le féminisme combat, hein. C'est le patriarcat, c'est ça. C'est de dire, laissez aux hommes... De la même manière qu'il faut laisser les femmes s'autodéterminer, si une femme veut être puissante, veut être, entre guillemets, masculine, laissez-la être. De la même manière, si un homme, à un moment donné, a un moment de faiblesse, qui n'a pas envie d'être dans la performance en permanence, il a le droit, en fait. Laissez-le exister. C'est ça. C'est laisser les gens être des humains avant de les définir par leur genre. C'est aussi simple que ça. Donc, malheureusement... Donc, tu ne penses pas que l'homme a un besoin de provide et que la femme a un besoin de protection, de se sentir protégé. Tu penses que l'homme et la femme ne sont pas différents sur leurs besoins dans une relation ? Je pense que les hommes et les femmes, c'est un peu comme la répartition hormonale, c'est-à-dire qu'on a à peu près on a les mêmes hormones, hein. On les a pas juste dans les mêmes proportions. D'accord ? Donc effectivement, la femme doit probablement, je suppose, je laisserai les gens aller chercher les études là-dessus, doit avoir un besoin de protection. On le voit dans le règne animal, peut-être que ça se traduit aussi chez nous, ok ? Et que l'homme aurait besoin de ça. Par contre, là, ce que je dis, c'est il faudrait aussi que, justement, je reviens encore sur l'autodétermination, nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas que des animaux. Si on avait jaugé nos sociétés en fonction de nos instincts primaires, on n'aurait pas construit des avions, on ne serait pas en train d'aller sur d'autres planètes. Ce qui fait de nous la différence entre nous et le règne animal, c'est qu'à un moment donné, on arrive à surpasser les instincts primaires. Et je pense que nous sommes des civilisations suffisamment évoluées aujourd'hui pour surpasser ça, surtout dans le monde dans lequel on vit. Donc, à mon avis, un homme, aujourd'hui, en 2023, d'accord ? Déjà, on va pas, même s'il a cet instinct-là, est-ce que cet instinct aussi présent que ça l'était il y a 150 000 ans ? Je ne pense pas. Parce qu'on est tellement influencé par l'environnement dans lequel on évolue. Aujourd'hui, un homme, effectivement, peut avoir instinctivement besoin de provide, de fournir, de protéger, d'être dans une position de maître, de maîtrise. Ok, très bien. Mais en fait, il peut aussi être dans une position où il rejette ça et qu'il n'en a pas besoin et que ça ne correspond pas à sa vision du bonheur à l'heure actuelle, où il n'a pas envie de prendre des anabolisants parce qu'il faut qu'il soit performant au lit. Par exemple, on ne parle pas de ce truc-là. Par exemple, moi, je suis à Abidjan, je vois les affiches partout, problème d'érection, médicaments si tu ne bandes plus. Pardon, je suis trash, hein, mais c'est littéralement ce qui est écrit sur ces affiches-là avec les numéros de téléphone. Moi, j'ai parlé à des gens qui vendent ces produits-là, c'est incroyable. Hein, ils t'expliquent, hein, les hommes qui viennent les voir, mais c'est-à-dire que c'est un vrai problème pour eux de ne pas être performants au lit. Mais ça devient un problème psychologique, ça devient un problème physiologique après. Et donc, sont prêts à se shooter, et je te parle d'hommes de différents niveaux sociaux. Je ne parle pas que aussi bien du gars qui est gardien que du mec qui est DG, en fait. Ils ont tous ce même problème-là où ils ont tellement, j'allais dire, réduit leur valeur autour de la performance financière et sexuelle, hein, qui sont prêts à s'injecter je ne sais pas quoi, à des médicaments sur lesquels ils n'ont aucune information, tant qu'ils restent alignés avec la vision de la masculinité africaine. Je ne sais pas si on voit à quel point c'est dingue. C'est à peu près la même chose pour les femmes qui sont prêtes à prendre du cube magie pour se faire... Oui, mais complètement. Mais ça, c'est pas forcément lié uniquement à la vision féminine en Afrique. Aux États-Unis, tu as des femmes... Les Africains ne sont peut-être pas ceux qui utilisent le plus d'ailleurs. Non, clairement. Non, mais ça se présente de manière différente dans différentes cultures. Chez nous, ça va être la culture pour les femmes, en tout cas, d'avoir les hanches protubérantes, etc. Dans d'autres cultures, c'est d'avoir la peau la plus blanche possible.
Dans d'autres cultures, c'est d'avoir la peau la plus foncée possible. Ça se traduit de différentes manières en fonction des cultures. Mais à la fin, on en revient toujours à la même chose. C'est qu'on est tellement dans un truc où on a des codes liés à nos genres qui sont justement appuyés, encore une fois, par le patriarcat, qui est que l'homme doit être musclé avec les tablettes, etc., etc., et puis la femme doit avoir des hanches, etc., que les gens subissent tellement cette pression, même de manière inconsciente, qu'ils sont prêts, littéralement, à se tuer en termes de médicaments et en termes de procédures pour correspondre à ces attentes-là. Moi, je trouve ça complètement fou. Est-ce que tu ne penses pas que c'est difficile de trouver un homme qui a cette vision des choses en Afrique, à Abidjan? Bien sûr. Alors là, si moi, déjà, je considère que je fais partie d'une niche, et je suis une femme. Alors, je te laisse imaginer. Moi, je n'ai même plus ces conversations avec 3/4 des hommes. Moi, j'évite. Heureusement, je veux dire. Non, mais c'est même pas la peine parce que, bon, il y aurait trop de travail. Mais j'ai quelques hommes, heureusement, quand même, autour de moi, mais je pense même mes plus proches amis qui sont, j'allais dire, même presque plus radicaux que moi sur le sujet, qui sont des hommes. Pourtant, mais ce qui est intéressant, c'est que eux, pareil, du coup, n'ont pas beaucoup d'amis hommes sur place à cause de ça aussi. C'est parce que ça fait partie de ces sujets-là, comme la politique, où, en fait, je pense que ça démontre tellement rapidement les valeurs des uns et des autres qu'on peut discuter. Enfin, il y a des gens avec qui on peut discuter, même si on n'a pas les mêmes points de vue, hein, comme on peut le faire là. Mais en fait, parfois, les valeurs sont tellement diamétralement opposées. En fait, on n'a pas grand-chose à se dire. En vrai. Parce que si on est dans un espace comme ça, et ça m'est arrivé, où... tiens, on a posé la nourriture sur la table. C'est un buffet, on est d'accord. Tu vois où je veux en venir. Je parle même pas du buffet où on était parce que ça n'a rien à voir. Mais c'était un autre événement où j'étais. Il y avait des hommes, des femmes, les gens rentraient, sortaient, etc. Bon, la bouffe est sur la table, chacun se sert. Et puis, il y avait quand même littéralement des hommes qui étaient assis là en attendant que nous, les femmes, on vienne les servir. Bien sûr. Mais alors, à partir de là, on va parler de quoi, en fait? Parce que je vois même pas où on va s'entendre. Parce que si toi, tu parles du principe que 2 plus 2 font 6 et que moi, 2 plus 2 font 4, on va pas s'entendre. Ça sert à rien de discuter. Donc, moi, je suis vraiment pour... autant je suis une vraie démocrate, au sens politique du terme, autant j'ai appris que sur certains sujets comme ceux-là, en fait, il faut pas toujours chercher à discuter avec les gens parce qu'il y a des nuances, en fait, que les gens ne peuvent pas avoir et c'est très bien, chacun son truc. Du coup, tu as admis l'idée que tu pourrais être seule longtemps? Ah bah heureusement que j'ai admis ça, sinon je serais pas féministe. Mais c'est ça en fait qui fait que quand je parlais tout à l'heure de celles qui sont féministes en jour pair et féministes mais pas trop en jour impair, c'est ça, c'est qu'elles n'ont pas, et c'est pas un jugement que je leur porte, hein, je comprends, elles n'ont pas encore fait ce choix-là de dire en fait ma vision de comment j'ai envie de mener ma vie en tant que femme est celle-ci. Je sais que j'accepte d'entrée de jeu que ça ne correspond pas à l'immense majorité, j'accepte que le risque ce serait éventuellement que je sois seule, entre guillemets. Mais pour moi, ça a même ouvert sur un autre sujet. C'est que, encore pour moi, après c'est très particulier, moi, je suis un peu bizarre. Tout ce qui est maternité et couple, c'est pas une fin en soi pour moi. Je suis tellement... Oui, c'est pas une fin, mais il y a beaucoup de gens veulent fonder une famille. Non, beaucoup de gens veulent fonder une famille et beaucoup de gens pensent... Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Je ne juge absolument pas. C'est vrai que je parle de moi. Ouais. Mais je dis, pour les personnes qui veulent fonder des familles, je sais que le choix, du coup, à un moment donné, est très difficile. Dans les cercles de discussion féministes, c'est un sujet qui revient beaucoup sur est-ce que, limite, on peut cumuler être féministe et hétérosexuel? Parce que c'est presque deux choses qui s'opposent, entre guillemets. Moi, je pense qu'il y a des choses qui sont complètement cumulables. Donc oui, moi, j'ai accepté ça. Ça ne m'empêche pas d'avoir une vie sentimentale. Hein. C'est juste que ça m'a appris à être beaucoup plus sélective. Oui, mais en tant que femme, toi, du coup, et ta famille. Oui. Et le côté social, tu as des parents complètement. Qui voient peut-être aussi en toi un enfant. Complètement. Chez qui ils espèrent avoir une progéniture. Oui. C'est un sujet... C'est un beau buzzer, comme j'y échappe pas comme les 3/4 des femmes de mon âge. Mais alors, encore une fois, moi, je suis un peu radical. Hein, donc moi, je leur dis à chaque fois, mais je fais pas des enfants pour vous faire plaisir, en fait. Mon utérus n'est pas à votre service. Donc, je me servirai de mon utérus si j'en ai envie et quand j'en ai envie. Je comprends la préoccupation. Je sais que ça part d'un sentiment très positif. Il y a pas, ils sont pas comme ça en train de vouloir me pourrir la vie. C'est pas du tout ça. Donc, je comprends. Mais je leur dis, j'accepte votre préoccupation parce que vous avez peut-être peur que, je sais pas, je finisse seule, triste et autres. Hein. Mais je leur dis non, vous n'avez pas à vous préoccuper. Mon bonheur, je m'en occupe personnellement. Et encore une fois, justement, je considère qu'un enfant, c'est peut-être le projet le plus compliqué qui soit. Quand je dis compliqué, c'est-à-dire qu'il y a
c'est une telle responsabilité d'amener un être humain dans ce monde. Ce que ça représente, parce qu'une fois qu'il est là, c'est pas un colis Amazon que tu renvoies. Il est là. Il faut que tu t'en occupes. Et tu vas t'en occuper jusqu'à la fin. C'est-à-dire que dès que tu deviens parent, tu acceptes d'être inquiet pour le reste de ta vie. Et moi, je le prends pas à la légère. Parce que j'ai vu, dans ma propre famille, ce que ça représente, la parentalité. J'ai vu chez des copines qui, elles, sont parents, ce que ça représente. J'ai vu aussi ce que ça fait de dealer avec des gens qui ont eu des problèmes avec leurs parents. Ce que ça en fait d'adultes après, quand ils n'ont pas réparé certaines choses. Tu vois, donc j'ai une telle justement conscience de ça, que je prends ça tellement au sérieux que je ne vais jamais me précipiter à aller faire un enfant à cause d'horloge biologique, à cause de pression parentale ou sociale. Jamais. C'est parce que c'est trop important, en fait, pour moi, pour blaguer avec ça, en fait. Donc, en fait, est-ce que tu comprendrais donc que l'on dise que ton système, c'est un système qui, s'il est suivi par une majorité de personnes, va tuer va tuer les familles, va tuer... Bah oui, parce que du coup, une société dans laquelle la plupart des femmes, enfin, plusieurs femmes penseraient comme toi, ce serait une société dans laquelle, vu qu'en face, les hommes ne sont pas forcément dans cette manière de penser, on aurait beaucoup de femmes qui ne feraient pas d'enfants. Enfin, est-ce que c'est un modèle viable ? Parce que c'est ce que je t'ai dit en début, c'est que la plupart du temps, on constate quand même, mine de rien, et tu n'es pas une exception, que la plupart des féministes ne construisent pas de famille. Mais parce que, encore une fois... Elles n'ont pas de mari, elles n'ont pas d'enfants. Bon, celles même qui ont des compagnons n'ont pas d'enfants. Certaines vont même jusqu'à se reprocher le fait pourquoi c'est à la femme d'avoir un utérus. Oui, bon, après, on ne va pas prendre les talking points des radicales, parce que sinon, on va passer une journée. Ce que je vais dire, c'est ceci. D'abord... j'ai tendance à penser que si des femmes avaient mon approche, et je pense qu'il y aurait peut-être un peu plus de familles équilibrées. Moi, c'est plus ça. Je ne suis pas pour la destruction de la famille. Je suis pour ne pas forcer la famille à tout prix. Parce qu'encore une fois, j'ai vu de trop près ce que c'est. Les gens qui sont dans des familles ou dans des couples parce qu'il faut l'être. Oui, mais est-ce que tu ne vois pas aussi, parce que du coup, on a pas un regard dans lequel on dit on se souvient du train qui arrive en retard. Est-ce que tu n'as pas vu toutes les autres familles qui ont bien marché ? Mais si elles marchent bien, donc elles n'ont pas besoin de moi. Oui. Moi, j'ai pas besoin de leur ressenti. Ça prouve que le modèle marche. Mais alors, attends. J'ai pas dit que le modèle ne marche pas du tout. Moi, ce que je dis depuis le départ, c'est qu'il faut donner des options aux gens qui ne souscrivent pas à ce modèle. Ah oui, non, mais bien sûr. Mais c'est tout ce que je dis depuis le départ. Je parle toujours d'options et de choix. J'ai jamais dit on remplace un modèle par un autre. J'ai dit pour les femmes, et c'est pour ça que je défends les femmes au foyer. Si j'étais dans ce que tu dis, j'aurais dit mais il faudrait plus de femmes au foyer, c'est pas possible, elles se font exploiter, etc. Ce qui est la position de beaucoup de féministes. Oui, mais comme je dis à chaque fois, le féminisme, et j'aurais dû commencer par là, n'est pas, je le répète, n'est pas un bloc monolithique. Il y a des féministes qui sont pour la prostitution. Il y a des féministes qui sont anti-prostitution parce qu'elles considèrent que c'est de l'exploitation. Il y a des féministes qui sont pour avoir des enfants, mais éduquer les enfants d'une certaine manière. Il y en a qui sont pour l'abolition de la famille. Il y en a qui sont pour l'abolition de l'hétérosexualité. Enfin, je veux dire, le féminisme, il y en a autant qu'il y a de couleurs, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, il ne faut pas prendre le féminisme comme une espèce de bloc, machin. C'est comme le racisme. Il y a des gens qui sont, je vais être très dans le cliché, mais ceux qui sont pour, entre guillemets, ou même l'anti-impérialisme, il y en a qui sont pour discuter avec les gens qu'on accuse d'être des néocolonialistes. Et puis, il y en a qui considèrent qu'on n'a rien à leur dire et qu'il faut leur faire la guerre. Il y a 15 milliards d'approches différentes. Tant qu'on se rejoint, j'allais dire, sur le fondement, la base principale, pour moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Donc, pour revenir là-dessus, je pense que moi, mon sujet, il est juste de dire qu'il faut donner le choix aux femmes. Celles qui veulent avoir des enfants, un mari, qui aspirent, etc. Moi, je pars du principe que le féminisme est juste pour leur dire, voilà comment vous pouvez avoir cette famille-là, sans que ça soit à votre propre détriment, parce que vous êtes une femme. C'est ça, le féminisme. Après, tu fais ton choix, mais ton choix informé. C'est ça. Maintenant, d'autres qui disent, moi, le mari... Les enfants, ouais, en fait, et encore une fois, c'est beaucoup de messages que je reçois, beaucoup de jeunes filles, mais qui sont jeunes filles, jeunes femmes cadres, etc., qui sont à des niveaux incroyables, qui disent, mais j'en ai marre de cette pression, mais putain, j'ai pas envie d'avoir d'enfants, mais j'arrive pas à le dire à mes parents. Pourquoi elle ne devrait pas avoir le droit de ne pas dire à ses parents qu'elle veut pas d'enfants ? Ce serait terrible quand même, vous imaginez d'avoir des enfants qui sont là juste parce parce que la famille a demandé qu'ils soient là. C'est comme ça qu'on a des parents qui sont absents ou des parents qui sont pas qui sont pas dans le soin, qui sont pas vraiment très proches de leurs enfants parce qu'ils considèrent que l'enfant en fait c'est une espèce de un truc qu'on coche sur la liste et on avance. Non, ce que je dis c'est qu'il faut vraiment que l'enfant, comme le mariage, comme beaucoup de choses, soit un projet réfléchi, qu'on soit un homme ou une femme. C'est ça mon discours. On t'a connu avec le débrief. Oui. Entre autres, effectivement. Moi, en tout cas, moi, j'étais vraiment connu avec le débrief. Parce que pour le coup, je pouvais t'entendre, tes raisonnements et voir tes looks.
Les fameux. qui ont fait beaucoup. Oui, comme le public était essentiellement masculin, donc je me suis amusé à les troller là-dessus. Oh, est-ce que tu en es aujourd'hui? J'en vois plus d'émissions. Alors, le débrief, donc il faut dire que j'ai fait 2 saisons que j'ai autofinancées. À la base, je voulais en faire je l'ai commencé en plein milieu du Covid, en mai 2020. À la base, je voulais en faire un pilote que je voulais pitcher à des chaînes télé. Et ensuite, le Covid est arrivé, tout était fermé, etc. Et donc, mon audience sur Insta me dit, écoute, fais le pilote chez toi, genre juste qu'on voit un peu à quoi ça va ressembler, et puis on te dira si c'est bien ou pas. Donc, je suis vraiment beaucoup dans l'échange comme ça avec ma communauté sur Instagram. Donc, j'ai dit, ok, j'ai pris 5-6 jours, j'ai réuni une espèce de petite équipe. Et on a tourné le pilote dans mon salon, c'était je crois 7 ou 12 minutes, je sais plus. Juste pour que les gens aient un peu une idée, c'était pas exactement ça, mais c'était une idée de ce que je voulais faire. Et en fait, à ma grande surprise, le truc a super bien marché dès le premier épisode. Et du coup, les gens sont venus me dire, ah bon alors, rendez-vous dimanche prochain pour l'épisode 2. Je fais, ah ouais, d'accord, ok, bon. Je prends le défi, ok, je lance comme ça. Donc j'ai fait 2 saisons. Et ensuite, après la 2e saison, il s'est passé effectivement que j'ai basculé en télévision. Ça commençait à devenir compliqué parce qu'en dehors de ça, j'avais un job aussi. Donc avoir 2 émissions plus un job en full-time, ça commençait à devenir beaucoup. Donc là, j'ai basculé en télévision. Du coup, en me disant, bon, de toute façon, le débrief, c'est mon émission, je peux la reprendre quand je veux. Mais l'autre point, donc il y avait ça, donc la question du temps d'abord, mais l'autre point véritable, c'est que je l'ai arrêté surtout pour des questions tout simplement de financement. Parce que j'étais sur une émission qui a trouvé son public très rapidement, qui n'a pas tardé, on va dire, à susciter de l'intérêt, on va dire ça comme ça. En tout cas, susciter de la conversation. Donc, en principe, quand tu es sur un produit ou un contenu comme ça, en général, les marques sont plutôt contentes. Donc, elles étaient contentes. Sauf que je parle de politique. Et je parle de politique dans un ton qui n'est pas mainstream. Enfin, mainstream quand on est en Afrique francophone. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de passer la pommade en permanence. Je ne suis pas trash, mais je suis sarcastique. Alors, pour moi, le sarcasme, c'est quelque chose c'est de l'humour, c'est très banal. Et je suis très light par rapport à beaucoup de gens que je vois parler de politique sur Facebook où là vraiment ils ne s'embarrassent pas de mettre les termes. Donc grosso modo les marques en fait adoraient le projet, mais en discutant avec certains directeurs marketing, ils m'ont dit en off très clairement le contexte politique africain francophone ne permet pas vraiment qu'ils s'affichent sur des contenus ou des productions comme les miennes, hein, parce que ce serait comme soutenir l'opposition politique. Voilà, donc ça dit tout hein, du contexte audiovisuel dans lequel on est sur les questions politiques en tout cas, parce que si je faisais du divertissement, j'aurais pas de problème. Oui, malheureusement. C'était une très belle émission qui... Tu n'as pas pensé à réorienter ça différemment? Non, parce que pour moi, ce serait trahir en fait l'intention initiale de l'émission, et je pense que le public le verrait. Et non. Moi, par contre, ce que j'ai décidé, et ça a été un bon exemple, parce que je suis vraiment en termes d'entrepreneuriat quelqu'un qui est prêt pour tester le marché, surtout en Afrique, parce que on est sur un marché où on n'a pas toujours beaucoup de data, on pense certaines choses, après le marché répond différemment, etc. Donc, je suis content d'avoir fait ces 2 saisons. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, ce serait une émission qui devrait être financée par les gens qui la regardent. C'est le seul moyen pour que je garde une forme d'indépendance éditoriale, un peu comme ce que fait les médias. Ils sont nombreux d'ailleurs. Voilà, comme exactement comme Mediapart, etc. Et je pense que ça rétablit déjà la confiance que les gens vont avoir par rapport à l'émission, parce que ça, c'est beaucoup ce qui est revenu. Les gens me disaient mais j'aime beaucoup parce que c'est sans filtre, enfin pas sans filtre, mais c'est-à-dire que il n'y a pas de préoccupation à mon niveau de se dire que censuré en tout cas. Voilà, je me censure pas, je n'invente pas, je vérifie mes informations. Parce que j'avais une équipe quand même de 2-3 pigistes qui travaillaient avec moi. Donc l'idée pour moi, c'était vraiment de à la fois donner un point de vue, mon point de vue personnel qui est assumé, et un point de vue qui, je sais, n'est pas quelque chose qu'on entendra si on prend sa télécommande et qu'on zappe sur une chaîne africaine francophone. On va avoir du mal à entendre ce que je dis. Alors que ce que je dis dans l'absolu n'est pas... parce que peut-être les gens qui regardent n'ont pas regardé se disent que je suis là-bas comme une folle. Tu as vu l'émission. Oui, je dis rien de... Non, c'est que du bon sens, ce que je dis. Sauf que malheureusement, on est dans une telle censure sur les sujets politiques africains que le moindre son un peu différent apparaît déjà comme une attaque envers les personnes politiques, les partis politiques, etc., ou les personnes qui ont une forme de pouvoir autre. Donc je l'ai déjà annoncé à pas mal de mes abonnés que je vais lancer ma propre plateforme où il y aura mes propres contenus et que c'est un abonnement, ils devront s'abonner pour payer, comme ça au moins je sais que je peux produire tout mon contenu et vraiment dire ce que j'ai à dire, et que les gens qui regardent sont des gens qui sont engagés parce qu'ils ont payé pour.
Oui, ça va te libérer effectivement des chaînes. Bah oui, des chaînes, de la monétisation de YouTube, qui aussi démonétisait toutes mes vidéos parce que je parle de politique, etc. C'est terrible quand même. Ça, c'est bizarre par contre. C'est beaucoup plus surprenant parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui parlent de politique dans le monde et qui sont pas. Quoique, tu me diras, quand je pense à certaines chaînes que je suis, ils disent souvent quand même. Bah oui, non, les vidéos sont démonétisées. C'est assez souvent quasiment au même niveau que les vidéos de true crime, c'est-à-dire les vidéos qui parlent de meurtre, etc. On est sur les mêmes choses. C'est qu'en fait, il y a une telle hantise que en fait, les sujets politiques braquent. Et les annonceurs n'ont pas envie d'être associés à quelque chose, entre guillemets, clivant ou négatif. En gros, c'est ça. Et donc aujourd'hui, tu l'as payé. Mais bon, c'est bien que tu te réinventes parce qu'aujourd'hui, on a effectivement des solutions avec des oui, le digital. Après, l'impact, il risque de ne pas être le même. À moins que tu aies une version gratuite que tu vas faire. Genre, tu montres un teaser et la suite. Oui, non, il y aura des petites capsules. Ouais. Mais sur moi, je suis plutôt sur. Parce que j'ai un public. Parce que je travaille dans le marketing, donc il y a quand même une de mes fonctions premières, c'est quand même d'étudier à qui je parle. Et j'ai à la fois, sur le public du débrief, hein, comme j'ai dit, c'est des hommes africains, la plupart du temps. On est sur un 60 hommes, 40% femmes. Diaspora ou sur place, hein, éduqués, etc. Très intéressés effectivement par les questions politiques ou autres. Et eux, en général, en fait, je n'ai pas envie de changer le format qu'ils ont déjà validé. Je vais l'affiner, mais je vais le garder. Par contre, pour ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai un public. Que tu as un public masculin. N'est-ce pas? Est-ce qu'ils connaissent tes vues? mais bien sûr, mais tu rigoles. Mais ils connaissent. Non, parce que dans les débriefs, tu n'en parles pas. Hein. Tu traites des actualités. Oui, mais par contre, voilà. J'ai parlé, les quelques fois où j'ai parlé de faits divers qui avaient trait au féminisme, je l'ai vu dans les commentaires. Mais je les troll derrière, je leur réponds. Je pense qu'on est dans ce truc-là. Ouais. Et je pense aussi que c'est parce que je suis une femme qui parle de politique que l'émission a eu le succès qu'elle a eu. J'aurais été un homme de 55 ans avec la cravate, etc. J'aurais eu un public plus large, etc. Mais encore, je sais pas, j'aurais été Alain Foucault qui fait à peu près la même chose. Il faudrait voir. Je pense qu'il a aussi essentiellement des hommes qui le regardent. Mais je pense que moi, le fait que je sois une femme, que je sois femme de moins de 35 ans, qui parle de politique, en plus de ça, le fait sur un ton sarcastique et moqueur. C'est assez rare dans l'espace francophone africain, on n'est pas beaucoup à faire ça, femmes. Voilà, donc je pense que c'est aussi ça un peu ma marque de fabrique. Maintenant, par contre, ce que j'ai réalisé, accidentellement, c'est qu'en parlant de sujets de société, de féminisme, etc. sur Instagram, en fait, j'ai tout un public féminin, forcément, qui s'est révélé. Donc là, maintenant, je suis en train de travailler sur une émission sur ces sujets-là pour elles. Et donc ça, ce sera gratuit. C'est en partenariat avec une maison de production. Ça, ce sera gratuit. Ce sera disponible sur les plateformes en intégralité. On parlera un peu de ce dont on a parlé tout à l'heure, mais féminisme, mais aussi des sujets de société. Tu veux radicaliser les femmes? J'adore. Toi, tu as toujours le sens des questions. C'est ta signature. Est-ce que je veux radicaliser les femmes? Je voudrais jamais imposer quoi que ce soit aux femmes, par définition. Non, oui, mais c'est pas ce que je veux dire. Mais encore une fois, je veux leur donner le choix. Je veux qu'elles voient, parce que je le vois déjà dans mes... Mais tu veux détruire leur couple? Parce que ça va détruire leur couple. Tu le sais. C'est pas moi qui les ai mis ensemble. Pourquoi j'aurais le pouvoir de les détruire? Bah si elles changent. Absolument pas. Ils se sont mis avec leur conjointe, leurs épouses, parce qu'elles pensaient d'une certaine manière et adhéraient à une philosophie de vie. Si aujourd'hui elles débarquent du jour au lendemain et disent, bon, finalement, depuis que j'écoute Paola Audrey, je me rends compte que dans ce couple... Bah, les hommes qui subissent ça n'ont qu'à m'écrire. J'ai un service courrier qui m'envoie un mail et puis on va voir comment on peut les compenser, les pauvres. Moi, à partir du moment où les femmes, si elles sortent de là et qu'elles sont plus heureuses, c'est le plus important. Peut-être qu'à l'intérieur, elles vont changer à l'intérieur de leur couple. Et encore une fois, l'émission n'est pas une émission sur le féminisme. Ça s'appelle Open Conversations. Je l'ai lancé parce que, en fait, j'ai commencé à parler de santé mentale. Et avec une question très con qui était est-ce que vous êtes africain 25-45 ans, parce que c'est assez souvent ma cible, diaspora ou sur le continent, est-ce que vous avez déjà été voir un psy? Si vous en avez vu un. Et j'ai commencé ça parce que dans la même semaine, j'avais eu 3 amis différents qui m'avaient parlé de leur psy. J'ai dit mais c'est bizarre, des amis qui se connaissent pas, hein. Et chacun sur des sujets très différents m'a dit j'ai vu ma thérapeute et tout. C'est bizarre ça, 3 personnes. Et donc du coup je vais sur Instagram et je dis est-ce que vous avez vu des thérapeutes? Parce que j'en vois de plus en plus dans mes amis qui en voient. Est-ce que ça vous a apporté surtout quelque chose? Parce que c'est une chose d'aller le voir. Tu peux faire une séance et puis on s'en fout. Mais est-ce que ça a vraiment eu un impact sur toi ou pas du tout? Mais j'ai jamais reçu autant de messages. Mais ça a pris tellement de proportions qu'à un moment donné, j'étais au bureau, j'étais obligée d'arrêter ce que je faisais, d'appeler les urgences psychiatriques parce que j'avais des menaces de suicide, de tailladage de veines. Enfin, c'est allé très très loin. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, on a beau être comme ça, tu vois, sur des émissions comme les tiennes, etc., on va parler d'argent et tout, mais sur les sujets de fond, en vrai, on n'a pas beaucoup d'espace. C'est ce qu'on appelle de safe spaces, des espaces où les gens se sentent suffisamment safe
pour dire les choses sans se sentir jugé. Et ça revient à ce que je te disais depuis le départ, parce que en tant qu'Africain, on est dans des communautés où le jugement moral est tellement présent. Mais il n'y a pas que chez les Africains qu'on juge. On juge beaucoup. Moi, en France. je ne peux parler que de ce que Tu je as vécu maîtrise. en France, on juge beaucoup. J'ai vécu. Non, on juge en France, mais on te laisse quand même un peu plus la latitude de sortir du jugement. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on reproche aux Français, aux Occidentaux, non ? C'est justement d'être trop déluré, de ne plus avoir le sens de la communauté, d'être dans l'individualisme. On peut pas être à la fois dans le jugement et dans l'individualisme. Ici, on cultive l'individualisme. Moi, je suis pas forcément pour cultiver, mais je suis quand même pour dire, on va un peu doser, parce que franchement, moi, ce que je vois, à la fois cercle et ce que je reçois, des gens qui vivent des situations que bien évidemment je ne vais pas dévoiler ici. Moi, je publiais les messages des gens, mais en anonyme. Et c'est parce que je publiais en anonyme que les gens commençaient à se confier. Et je lisais des choses, même de personnes que tu connais, mais je n'aurais jamais cru. Mais c'est parce qu'en fait, on est tellement dans le jugement permanent. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça Open Conversation et que je lance ces sujets-là de temps en temps. Vous m'envoyez des messages. Je ne juge pas, je détourne ton message, je le publie tel qu'il est, je ne transforme rien, je ne commente pas. Je ne mets pas ton nom. Et je vois en réponse ce que j'ai en réponse des gens qui purée, moi je pensais que j'étais la seule ou je pensais que j'étais le seul à avoir cette situation. Et les gens te racontent des trucs. On en a fait un sur l'infertilité, mais c'était incroyable. Les mecs qui se sont confiés sur leur situation de mecs infertiles, mais c'était un truc de fou. Des mecs africains. Tu imagines ce que c'est. Oui, mais clairement. Tu imagines. Tu imagines. Voilà. Mais ils l'ont fait parce que j'ai créé cet espace-là où ils peuvent parler, où ils savent que je ne vais pas les juger, je m'en fous. Mais je pense que beaucoup ne viendraient pas dire alors oui, je suis congolais, j'ai 30 ans, j'ai découvert que j'étais infertile, etc. etc. Moi, j'ai encore eu la situation, j'en parlais. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a commencé encore cette conversation, parce que j'ai un ami qui me dit, je lui demande des nouvelles d'un ami qu'on a en commun, il me dit, il me parle plus. Je lui dis, mais il te parle plus, pourquoi ? Parce que ça fait plusieurs fois qu'il essaie d'avoir un enfant avec sa copine, machin truc. J'ai fini par lui dire ce que personne n'osait lui dire, va faire ton test de fertilité, toi l'homme. Mais il l'a tellement mal pris, qu'est-ce que tu insinues, etc. Oui, mais tu fais ça, mais c'est la réalité, c'est le quotidien, c'est ça. Hein, il l'a mal pris à tel... Je lui dis, mais attends, il l'a mal pris au point que vous vous parlez plus à cause, parce que tu lui as demandé d'aller vérifier s'il a éventuellement un problème. Tu l'as pas accusé d'en avoir un. Tu lui as dit, écoute, si ça fait 3 fois que vous essayez d'avoir un enfant et que le regard n'est que sur madame, et qu'on va voir, madame va faire tous les tests, et ça a été prouvé. Les femmes, en termes de tests à l'hôpital, etc., ont fait la batterie de tests. Les hommes ont une espèce de peur panique d'aller se faire tester. On ne sait pas pourquoi. Ils ont une peur panique. Ou alors quand il faut qu'ils soient accompagnés par madame, parce que c'est madame qui a l'ordonnance, elle qui sait tout. Ils ne savent même pas où ils mettent leurs médicaments, etc., etc. C'est tout madame qui gère. Mais voilà, tu as une situation très concrète de 2 amis qui ne se parlent plus parce que l'un a dit à l'autre, est-ce que tu sais que tu peux être atteint d'infertilité ? C'est son ami qui lui a dit. Donc tu imagines encore plus sur des places publiques. Donc en gros, pour résumer là-dessus, j'ai vraiment envie de lancer cette émission pour parler de tous ces sujets-là. Comme je l'ai défini, cette émission, c'est toutes les emmerdes que tu dois subir quand tu es un jeune Africain entre 25 et 45 ans dans la vie. Ça passe par tes relations à tes parents, tes enfants, le mariage, le travail, le harcèlement au travail. On n'en parle pas suffisamment dans les milieux africains, ce que ça représente, le burn-out, enfin toutes ces choses-là. Pouvoir en parler, et surtout, ce que j'ai envie de créer avec cette émission, c'est d'avoir différents points de vue de différentes générations, parce que je trouve qu'on ne se parle pas de manière intergénérationnelle. Nous, on est à peu près dans la même tranche d'âge, donc on va se parler, les gens qui nous regardent aussi. Par contre, moi, je vois mes petits cousins de ce qu'on appelle la génération Z, là, ils ont des préoccupations que moi je trouve incroyablement lunaires, mais moi j'ai envie de les entendre, parce que par exemple sur la question du travail, ils n'ont pas du tout le même rapport au travail que moi j'ai. Maintenant, je commence un peu plus à les comprendre maintenant, de dire, moi je viens au travail, vos trucs de il faut qu'on reste jusqu'à minuit parce que machin, non, mon contrat dit qu'on finit à 18h01, je suis dehors. Je m'en fous que la boîte va pas tomber à cause de moi, je m'en fous, je pars. Donc la première fois que j'ai discuté avec mes nièces là-dessus, je me suis dit, mais c'est quoi cette manière de réfléchir ? Parce que moi je viens d'une génération de tu te donnes à fond. Donc toi tu me dis, en plus dans une crise économique et en pleine inflation, qu'on te donne un travail et tu vas partir à 18h parce que c'est ce que ton contrat... Elle m'a dit oui, mais parce que je vous ai vu vous. Et là, je me prends une claque quand elle me dit ça. Elle me dit, mais je vous ai vu vous, nos grands frères, nos grandes sœurs, là. Vous avez travaillé, non ? Vous avez fait tout ça. Et puis on vous renvoie du jour au lendemain comme du n'importe quoi. Bon, nous, on n'a pas envie, machin truc. Donc je trouve ça intéressant. Et donc j'aimerais vraiment avec cette émission avoir ça, mes petits frères, nos petites sœurs, moi, éventuellement aussi mes tantines, mes tontons, parce que je trouve que dans les espaces africains, on se parle pas beaucoup. Malheureusement, en intergénérationnel, je fais le même constat que toi. Ouais, on se parle pas, on devrait. Je veux sortir avec toi là-dessus. Oui. L'argent. L'argent, oui, bien sûr. Yes. L'argent, c'est le pouvoir.
Est-ce que c'est parce que tu revendiques dans un couple? C'est plus de pouvoir pour la femme. Non, les hommes, parce que tout à l'heure, tu as utilisé un mot, c'est dominant-dominé. Mm-hmm. Et tu estimes que les hommes ont un rapport de dominant-dominé parce qu'ils ont l'argent. Et donc, si les femmes en avaient plus, elles se laisseraient moins dominer. Mm-hmm. Et donc, l'argent, c'est le pouvoir. Mais est-ce que dans une société capitaliste, c'est la base, non? C'est la règle du jeu. La règle du jeu, c'est ça. Sinon, on ne serait pas tous à avoir de l'argent. Sinon, tu ne ferais pas un podcast sur l'argent. Sinon, tu n'aurais pas créé Investir au pays pour apprendre aux gens à gagner de l'argent s'il n'y avait pas une forme de pouvoir. Mais en fait, le pouvoir en lui-même ne se suffit pas. C'est ce qu'on en fait, encore une fois. L'argent, comme j'ai dit, c'est un outil. Peut-être là où il y a souvent une confusion, c'est que les gens pensent que ça y est, une fois que tu as l'argent, tous les problèmes sont réglés. Non. C'est qu'est-ce que tu en fais. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, moi, je cherchais l'argent, mais j'ai dû à un moment m'arrêter pour dire, OK, mais en fait, tu cherches l'argent pourquoi? Et c'est quand tu as fait cette réflexion-là que tu changes ton rapport à l'argent et que tu changes aussi même peut-être le rapport que tu as qui ne sera pas toujours frénétique. Maintenant, pour revenir sur le couple, le rapport dominant-dominé, encore une fois, c'est le patriarcat qui veut ça. C'est les hommes qui dominent, c'est les hommes qui ont l'autorité naturelle. Donc, il paraîtrait qu'ils ont l'autorité de manière naturelle dans tous les autres aspects, dont dans le couple, ils sont, c'est quoi encore le truc? Chef de famille et puis le chef de la maison qui porte le pantalon, bon, tous ces trucs-là. Ok. À partir de là, moi, j'allais dire un truc très simple. Si l'argent ne représentait pas du tout le pouvoir, ou si le vrai pouvoir, entre guillemets, c'était, je ne sais pas, comme on dit souvent aux femmes, non, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Pourquoi on ne dit pas ça dans l'autre sens? C'est étrange quand même. C'est-à-dire qu'on veut toujours nous faire croire qu'en fait, l'argent ou les attributs qui sont associés à l'argent ne sont pas fondamentalement masculins. Ils le sont. Oui, mais qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui a été construit par des hommes? Mais on dit la même chose. On est justement dans un monde construit par les hommes, avec des codes de pouvoir masculins. Donc, pour moi, encore une fois, si on est dans une société capitaliste qui n'épargne personne, c'est pas étonnant que des femmes essaient d'avoir accès au pouvoir aussi. Je veux dire, faut qu'on s'entende à un moment donné. Donc, mais moi, je suis pour les gens... Elles parviennent à y accéder de plus en plus. De plus en plus. À tous les niveaux. De plus en plus. Il y a encore des difficultés de plus en plus. Ça, c'est clair. On le voit d'ailleurs maintenant qu'il commence à avoir un décalage même sur le plan éducatif et scolaire, parce que les femmes sont de plus en plus diplômées que les hommes. C'est pas pour... Donc, en gros, ça réduit mécaniquement les écarts de salaire, mais il y a encore du travail à faire. C'est oui, mais en fait, moi, j'ai l'impression que tu essaies de nier des nier différences quoi fondamentales. Un homme, ce n'est pas une femme. Les choses qui intéressent un homme ne sont pas les choses qui intéressent une femme. Mais je n'ai pas dit le contraire. Maintenant qu'il y ait une femme ou un homme, effectivement, comme tu dis de temps en temps, qui ne se sent pas porté par quelque chose que la société a admis, qu'il ait la liberté de le faire, bien mais sûr. Je pense que... Mais c'est ce que je dis, du coup. Oui. Ça va être difficile pour son cadre familial proche. Voilà. C'est vrai. De l'accepter. Mais qu'on lui foute la paix. C'est tout ce que je dis depuis le départ. Hein. Encore une fois, je ne pense pas que je nie des choses. Moi, je pars toujours du principe d'avoir des avis qui sont fondés à la fois sur l'observation, sur les études scientifiques ou autres. Et tout ce que je dis, c'est que à la fin de la fin, et ça va être très paradoxal ce que je vais dire, il faut ou qu'on accepte d'arrêter avec le capitalisme ou pas. Parce qu'à la fin, le patriarcat et le capitalisme, ils sont comme ça. Tu fais péter le patriarcat, le capitalisme, tu vas voir que le rapport genre va complètement changer. Sauf que, quand les gens se battent sur la question du féminisme ou de la misandrie, comme je dis souvent, on a l'impression que les gens ont tellement une peur du fait que les femmes puissent, entre guillemets, haïr les hommes. Je leur dis, mais à chaque fois, n'oubliez pas une chose. La supposée misandrie, là, qui est de haïr les hommes, ça s'arrête à quoi? Ça va être quoi? Des insultes sur les réseaux sociaux? Mais l'équivalent de la misandrie, c'est la misogynie. La misogynie, ça ne s'arrête pas sur... Là, la misogynie, elle viole, elle tue. Donc déjà, il ne faut pas mettre les choses dans le même panier. Mais passons. Ce que je dirais, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on accepte de soit réformer la société globale capitaliste dans laquelle on vit. Dans ce cas-là, les femmes éventuellement et les hommes ne se sentiront plus obligés d'aller chercher l'argent, de mettre l'argent au centre de leurs préoccupations, de faire passer ça à leurs enfants, etc. Et ça va complètement révolutionner la manière dont on interagit les uns et les autres. Sauf qu'on n'est pas encore prêt à aller jusque-là. C'est ça le problème. Et homme comme femme, hein, oui. On n'est pas encore prêt à dire, parce que c'est une conversation compliquée, de dire on va faire sauter les boulons du capitalisme, parce qu'on remplace ça par quoi? Il faut la lancer cette conversation à un moment donné. On remplace ça par quoi? Parce que l'argent a pris une telle place, mais... On fait quoi? Voyage vers l'inconnu. Voyage vers l'inconnu, et l'inconnu fait peur. Ça, c'est sûr. Voilà.
Merci beaucoup, Paul-Audrey. Merci beaucoup, Philippe. D'être venu pour qu'on parle de ce sujet sensible, mais Oui. qui, à mon avis, était quand même important parce que je parle beaucoup d'argent sur cette émission avec des gens qui viennent nous parler technique, c'est-à-dire Oui, comment on le gagne, comment on le multiplie. tout à fait. Mais à la fin de la journée, ce qui va peut-être même le plus important, c'est le rapport que l'on va en avoir Exactement. dans la maison. Bah oui, parce qu'il y a de l'argent, mais il y a des gens qui le dépensent derrière. Tout à fait. Beaucoup de femmes qui le dépensent. Forcément. Pour votre bien. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tous les... Mais j'ai envie de dire, c'est drôle quand même Mais bon, non, ça serait une autre émission, mais féministe et qui aime le luxe. En quoi c'est contradictoire? C'est que t'es capitaliste alors. Mais c'est pour ça que oui, je suis paradoxale. J'aime l'esthétique. J'aime le beau, en fait. J'aime le beau, j'aime le bon, j'aime le bien. C'est ça ma définition du luxe, hein. C'est le beau, le bon, le bien. C'est pas, encore une fois, ça n'a rien de hyper matériel. Posséder des choses, je suis pas obsédée par l'idée de posséder des choses. Il y a plein de choses que les gens supposent que j'ai que je n'ai pas et que je n'ai pas envie d'acheter. Ça ne me dit rien. C'est pas là-dessus que je place une forme d'importance. J'ai encore un peu de mal. J'essaye même de cultiver une forme de minimalisme. J'ai pas envie d'être possédée par les choses que je possède. C'est pas comme ça que je me définis. Je ne juge pas ma valeur ni la valeur des gens à ce qu'ils sont capables d'acheter parce que c'est extrêmement futile. D'accord? Aujourd'hui, là, demain, tu l'as pas. Aujourd'hui, ça a de la valeur, demain, ça n'en a plus. Donc en fait, si je comprends bien dans ta définition, la dernière chose que tu regardes chez un homme, ce sont ses avoirs. Je m'en fous. Ah, je m'en fous complètement. t'en fous. Je m'en fous complètement. Ce que je Tu te regarde. mettrais avec quelqu'un qui est au chômage. Mais ça m'est arrivé. Mais ça m'est arrivé de quelqu'un qui est au chômage, quelqu'un qui est gros, quelqu'un qui est plus petit que moi, ça m'est arrivé. Je m'en fous, c'est pas ça que je regarde parce que c'est l'expérience qui parle. J'ai compris, comme j'ai dit tout à l'heure, que deux individus qui se mettent ensemble, comme j'ai dit, c'est deux personnalités, il faut tellement de choses pour qu'une relation de couple fonctionne. Surtout à nos âges, là, qu'on commence à devenir adulte. Quand on est jeune, on a encore des pages blanches, on n'a rien construit, on n'a rien fait, on n'a rien vécu. Mais quand deux personnes arrivent à un certain niveau de vie, il y a un tel vécu, un tel historique, il y a parfois des traumas aussi qu'on n'a pas guéris, etc. C'est tellement compliqué de trouver une espèce d'entente et d'accepter même qu'il y a des jours où je ne peux pas t'encadrer, il y a des jours où tu ne peux pas m'encadrer, mais en fait, on fait le choix quand même de continuer ensemble. Ça demande tellement d'efforts que ce que je regarde, c'est vraiment la personnalité de quelqu'un. Je suis très observatrice, donc je vais regarder la personnalité, je vais regarder comment la personne traite les autres, même les personnes qui sont considérées comme en dessous de lui, je vais regarder ça. Il y a beaucoup, surtout hein, parce que nombre de fois, j'étais à des rendez-vous professionnels ou galants, entre guillemets, et où l'homme a l'air très charmant à tout point de vue, mais alors la manière dont il parle au serveur, le regard, le mépris, etc., mais moi, c'est insupportable. Donc c'est ça que je regarde. Je m'en fous des avoirs. Parce que vraiment, dans une société comme la nôtre, le paraître, il n'y a pas plus facile à construire que ça. Mais derrière, parce que quand vous rentrez le soir, le derrière, c'est toi qui dois le gérer. Merci. Merci. À très bientôt. À bientôt.